Bonjour à tous, donc François Paget, je suis effectivement chercheur chez McAfee, au laboratoire McAfee. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de cybercriminalité, quoique, nous le verrons tout à l'heure, mais plutôt de cyberactivisme. Donc, dans un premier temps, voyons quelques définitions. L'activisme tel qu'on le connaît depuis de nombreuses années, c'est un engagement privilégiant une action directe, une action sur le terrain. On peut se rappeler d'anciens exemples tels que Greenpeace, qui a voulu entraver la pêche à la baleine, ou encore toute une série de manifestations pour essayer d'empêcher le passage de la flamme olympique en 2008. Appliqué à Internet, l'activisme d'abord prend un H en première lettre, H sans aucun doute pour rappeler le terme hacker, mais même sur Internet, alors qu'au niveau des pays européens, on parle plus de l'activisme seulement depuis les années 2007 et 2008, après les actions qui ont eu lieu en Estonie et en Géorgie, malgré tout, le terme activisme existe depuis longtemps et les actions activistes existent depuis longtemps, puisque ce terme, activisme avec un H, a été imaginé en 1996 par un groupe américain, The Cult of the Dead Cow, le culte de la vache morte. Pour la petite histoire, à cette époque-là, dans les années 1996-98, l'un des membres de ce groupe n'était autre qu'une personne qui est aujourd'hui l'un des porte-parole de Wikileaks. L'activisme, donc, n'est pas quelque chose qui est nouveau. Avant 2010, un certain nombre d'exemples ont déjà été évoqués dans la presse. On peut revenir sur le fait de patriotes chinois qui ont voulu un petit peu se venger de toute la médiatisation de sites pro-tibétains et qui ont donc lancé nombre d'attaques pour essayer de faire taire ou de faire fermer ces sites. On dit d'ailleurs que certains groupes de cyberactivistes chinois dépassent les 300 000 membres. L'activisme, ça a également été donc du côté des nationalistes russes, les affaires d'Estonie, les affaires de Géorgie, j'en ai parlé tout à l'heure. On le retrouve également, on l'a retrouvé avant 2010 et on l'a retrouvé également en 2010 lors des affrontements palestino-israéliens. Déjà en 2009, certains groupes avaient imaginé des botnets volontaires pour essayer de faire taire un certain nombre de sites de propagande, alors que de l'autre côté, eh bien, d'autres activistes se contentaient de faire des activités de défacement de sites. En 2010, comme l'a dit Pascal, eh bien, ces types d'actions se sont vraiment multipliés. Sur ce slide, vous en voyez une par mois, mais franchement, si j'avais voulu, j'aurais vraiment pu vous donner un exemple par semaine. Donc là, vous avez simplement un exemple par mois. Et donc, parmi tous ces exemples, le dernier que j'ai situé en décembre, eh bien, toutes ces manifestations de soutien que le collectif Anonymous a proposé à ses sympathisants pour défendre Wikileaks. Donc, en 2010, avant de revoir donc plus dans le détail cette actualité avec autour de Wikileaks, toute une série d'attaques activistes ont eu lieu. Je vous ai dit plus d'une par mois, presque une par semaine. J'en ai retenu 2 ou 3 dans les prochains slides. Le conflit israélo-palestinien.
On a vu toute une série d'actions tout au long de l'année. Vous avez eu les sympathisants du Hamas qui ont diffusé une vidéo d'animation mettant en scène le père du soldat Shalit. Pour se venger de ce type de diffusion, les Palestiniens ou les activistes palestiniens ont défacé un nombre innombrable de sites. Et puis, au mois de mai, il y a eu donc l'arraisonnement de la flottille humanitaire en route pour Gaza. Et là aussi, cette actualité sur le terrain a amené un certain nombre d'actions sur le net. De nombreux comptes Facebook d'Israéliens ont été piratés avec un certain nombre de messages qui ont été diffusés sur ces comptes à cette occasion. L'activisme, c'est également en France. À l'occasion du 14 juillet, un groupe inconnu a contrefait le site internet du ministère des Affaires étrangères et en a fait ensuite la promotion. Sur ce site, on a vu un faux porte-parole du ministère annoncer des mesures d'aide à destination de Haïti. Et puis, parlons déjà du groupe Anonymous. En septembre 2010, ils avaient mené une opération qu'ils avaient déjà à l'époque surnommée Opération Payback. Cette opération avait démarré après qu'une société indienne ait annoncé, sans aucun doute pour se faire de la publicité, qu'elle avait mené des attaques en déni de service sur des sites de torrents, des sites qui sont utilisés pour télécharger gratuitement de la vidéo et de la musique, musique et vidéo qui, normalement, sont soumises à droit d'auteur. Donc ces annonces ont entraîné de nombreuses ripostes et les majors du cinéma et de la musique ont subi toute une série d'attaques en déni de services distribués, attaques qui ont été pilotées par donc ce groupe, les Anonymous, nous en reparlerons plus en détail tout à l'heure, et entre autres, en France, le site Adopi aussi a été menacé, même si l'attaque a été de moyenne importance. S'il n'y avait pas eu cette affaire Anonymous et Wikileaks, je pense que ma conclusion pour l'année 2010 aurait été malgré tout de dire que, effectivement, en 2010, nous avons vu nombre d'actes d'activisme, mais nous avons également vu qu'un certain nombre de ces actes ne pouvaient peut-être pas être tout simplement attribués à des individus militants, mais que sous couvert d'activisme, peut-être certains États totalitaires ou peu regardants des droits de l'homme avaient peut-être mis un petit peu leur grain de sel, et même s'ils n'avaient pas piloté ces actes, sans aucun doute, étaient bienveillants vis-à-vis de leurs auteurs. Et les soupçons, en 2010, se sont tournés du côté de l'Iran, du côté de la Chine, du côté du Vietnam, de l'Inde et du Pakistan. Et donc, vous voyez sur ce slide quelques exemples. Et parmi ces exemples, on voit même des utilisations de botnets pour bloquer des blogueurs qui dénigraient le gouvernement vietnamien. Mais donc, l'affaire importante, surtout, et l'affaire qui a marqué le dernier trimestre 2010, c'est l'affaire Wikileaks, et Wikileaks avec ses tumultueux défenseurs, le collectif Anonymous. Alors, pour comprendre ce qu'est le groupe Anonymous, il faut repartir en arrière. Les origines du groupe Anonymous, il faut les rechercher dans toute une série de forums d'images qui sont pilotés et hébergés par le site 4chan. C'est un site qui a été créé en 2003, un site qui a été initialement dédié à la culture manga, et un site qui aujourd'hui est l'un des lieux les plus fréquentés du net,
en gros 150 000 à 200 000 messages par jour, simplement sur l'un de ces forums, le forum le plus visité. Alors moi, je vais vous l'appeler le forum /B. Je ne sais pas s'il y a une autre terminologie qui est plus adéquate que connaissent les vraies personnes qui vont sur ce site. Donc un forum, le forum /B, où l'anonymat est bien entendu quasiment toujours la règle. Un site vraiment où on y retrouve la pornographie la plus dure, des images trash, c'est-à-dire des images poubelles, de la scatologie, du racisme, de l'antisémitisme. Tout ça est très présent sur ce forum. Et sur ce forum, eh bien, on poste sans pseudonyme, et donc sur ce forum, on a donc le nom d'Anonymous. Sur les personnes qui vont sur ce forum ont deux mascottes. L'une des mascottes, c'est le personnage principal d'une bande dessinée d'un film qui s'appelle V pour Vendetta. Donc on retrouve donc le masque que l'on a eu l'habitude de voir dans les médias. Et puis la deuxième mascotte, c'est un ours, l'ours pédobire, donc un ours qui est très lié à beaucoup de pratiques pornographiques. Donc le groupe Anonymous est vraiment une émanation de ce forum. Il s'est fait connaître en 2008 avec un projet qui s'appelait le projet Chanologie. À cette époque-là, ils avaient décidé de manifester contre la scientologie et ils voulaient éliminer la scientologie de l'Internet. Les membres du groupe Anonymous aussi fréquentent une encyclopédie. Ils ne fréquentent pas l'encyclopédie Wikipédia, mais ils fréquentent la doublure de Wikipédia. C'est l'encyclopédie Dramatica. C'est une encyclopédie qui documente de manière satirique, voire choquante, tous les sujets d'actualité. Donc, les Anonymous ont toujours revendiqué vouloir agir contre la censure de l'Internet. Et ils ont depuis très longtemps su mobiliser nombre d'individus, alors qu'ils ne semblent pas vraiment avoir de vrais leaders. Malgré tout, ils savent organiser des actions concertées. Alors des actions qui sont parfois effectivement qualifiables de militantistes, mais également parfois des actions d'assez mauvais goût. En 2009 et en 2010, ils ont manifesté parce qu'ils voulaient libérer le net de toutes ces entraves pour que l'on puisse diffuser des films et des images pornographiques. Il y a donc eu plusieurs opérations. On cachait des images pornographiques, entre autres, par exemple, dans des vidéos YouTube. Et puis, à côté de cela, bien, ils ont mené d'autres actions contre la censure iranienne. Ils ont également manifesté pour un téléchargement sur Internet totalement libre. Ils font la promotion de la liberté totale quant à la circulation de l'information. Et puis, lorsque l'affaire Wikileaks est apparue, c'était évident pour eux, sans aucun doute, eh bien, de s'attaquer à ceux qui ont voulu museler Wikileaks et le site. Donc, avant d'aller plus loin dans l'actualité, Wikileaks, donc maintenant, qu'est-ce que Wikileaks? Tout le monde connaît Wikileaks aujourd'hui. Leaks, en anglais, ça veut dire fuite. Et Wikileaks est principalement représenté par Julian Assange. Tout le monde en a entendu parler aujourd'hui. Un individu donc qui milite pour une transparence planétaire. Depuis 2006, Wikileaks s'est fait le champion de la divulgation de documents secrets, témoignant d'une réalité sociale, politique et souvent militaire.
En 2010, tout le monde le sait maintenant, ils ont été à la une de l'actualité en divulguant environ 250 000 télégrammes de la diplomatie américaine, et donc ils sont devenus pour les uns incontournables, et pour les autres, ils sont devenus dérangeants. Donc, mon but ici n'est pas de prendre position pour ou contre Wikileaks. D'ailleurs, ce n'est pas non plus le but du Clusif. Je vais simplement maintenant essayer de vous relater toute une série d'événements qui se sont donc passés en 2010, des événements souvent répréhensibles, que dans un premier temps on pouvait effectivement qualifier d'activistes, et qui peut-être au fil des jours et des semaines ont commencé à basculer vers la cybercriminalité. Mais bon, prenons l'affaire à ses débuts. Lorsque débute l'opération Cablegate, c'est comme ça que Wikileaks l'a appelé, Wikileaks est hébergé en France. La première attaque en déni de service, ce n'a pas été une attaque dirigée contre les opposants de Wikileaks, mais ça a été une attaque dirigée contre Wikileaks lui-même. C'est un pirate informatique, Jester, un pirate qui se surnomme lui-même un activiste au service du bien, qui a mené l'attaque. Il a utilisé avec succès un outil qu'il a développé lui-même, un outil qui n'est pas disponible ni à la vente, ni gratuitement sur le net, donc un outil privé, et il a utilisé un outil qu'il utilise régulièrement à l'encontre de sites djihadistes. L'attaque a réussi, et donc l'hébergeur français n'a pas pu la contrecarrer correctement, et il s'est donc rapproché d'Amazon. À la même date, donc nous sommes dernier jour de novembre, premier jour de janvier, un mandat d'arrêt international est lancé à l'encontre de M. Assange pour une affaire de violence sexuelle présumée, et puis toute une série de pressions politiques et commerciales interviennent pour essayer de rendre d'une part indisponible le site, et d'autre part pour imposer le gel des avoirs financiers de Wikileaks et de M. Assange. Le 3 décembre, puisque Wikileaks est de nouveau, après avoir quitté Amazon, est de nouveau hébergé en France, chez OVH, le 3 décembre, Éric Besson s'émeut de cette affaire. La France ne peut, souligne-t-il, héberger des sites Internet qualifiés de criminels. Donc, Éric Besson fait appel au Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies. C'est un conseil qui est placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, et il demande donc à cet organisme de trouver une solution pour mettre fin à cet hébergement. Donc, nous voilà donc au début décembre. On a donc deux idéologies qui s'affrontent. Et alors qu'une partie de la communauté internationale se mobilise pour répliquer les données, parce qu'elle se rend bien compte qu'on veut museler Wikileaks, eh bien une grande partie du monde politique, lui, de son côté, diabolise le même Wikileaks. Et c'est à cette date-là, le 4 décembre, que le groupe Anonymous entre en scène, et il demande aux volontaires de télécharger un logiciel qui s'appelle Loic. C'est un outil qui permet de transformer son ordinateur personnel en bot volontaire, capable de rejoindre un botnet et donc de mener des actions à l'encontre de ceux qui veulent s'opposer à Wikileaks. Le 6 décembre, la justice française refuse de se prononcer en faveur ou à l'encontre de l'hébergement d'OVH. Le 7, Julian Assange se présente à la police britannique, il est arrêté, il sera ensuite libéré le 16 décembre, et puis de Lula à Poutine, en passant par le haut représentant de l'ONU, Reporters sans frontières, il y a des soutiens de toute nature qui se multiplient pour M. Assange. Le 9 ont lieu les premières arrestations d'auteurs d'attaques en déni de services distribués. Le 10, peut-être, suite à ces quelques arrestations, les porte-paroles du groupe indiquent qu'ils vont cesser les attaques
Et étrangement, on va le voir plus tard, ces attaques vont reprendre, mais le 10, donc, et c'est important de le noter, les attaques, normalement, devraient cesser. Et c'est le début d'autres attaques un petit peu plus sophistiquées et réfléchies, dont l'opération Leak-Spin, un nom qui est repris d'une animation célèbre circulant parmi les internautes. Là, les volontaires sont appelés à faire un travail de journaliste, à étudier les câbles diplomatiques pour les diffuser, et surtout pour diffuser ceux qui sont intéressants, qui n'ont pas encore eu de retentissement, mais qui pourraient effectivement en avoir. Et donc, c'est quelque chose qui passe peut-être un petit peu plus inaperçu. Le 11 et le 13, on parle encore d'arrestation. Alors, disons que pour sourire, avant de se lancer dans une action illégale, il y a lieu de prendre quelques précautions, et les personnes qui sont arrêtées n'ont pas pris ces précautions. Le premier, il a oublié de surfer anonymement, c'est-à-dire que son adresse IP s'est retrouvée sur toutes les trames des paquets d'attaque qu'il émettait depuis sa machine. Et puis le second, il n'a pas porté suffisamment attention aux traces laissées par les applications bureautiques. Alors qu'il écrivait un communiqué de presse, eh bien, son nom est resté comme l'auteur de ce communiqué. Le 13, eh bien, les opérations continuent, donc je dis opérations un petit peu plus sophistiquées, qui n'ont rien à voir avec le déni de services distribués. Opération Leak-Flood, il s'agit d'inonder de fax les directions des entreprises qui s'opposent à Wikileaks. Et là, on voit le 14 décembre un premier fait un petit peu étrange et dissonant qui se produit dans cette affaire. Wikileaks.org, qui originellement appartenait donc à l'organisation Wikileaks, avait été fermé, avait disparu de l'Internet au profit de wikileaks.ch. Mais wikileaks.org réapparaît, il n'a aucun contenu, et à l'intérieur, il n'y a qu'une simple redirection vers un site miroir qui est hébergé en Russie auprès d'une entité qui est bien connue pour sa complaisance avec le cybercrime, un hébergeur qu'on appelle hébergeur à l'épreuve des balles, qui héberge des sites pour botnet, des sites de carding, etc., toutes sortes de sites liés à la grande criminalité. Et étrangement, ce site miroir n'est pas listé parmi les sites miroirs officiels que l'on retrouve chez wikileaks.ch, qui est le nouveau site officiel de Wikileaks. Alors, dès ce moment-là, ou quelques jours plus tard, Spamhaus, Trendmicro, McAfee mettent en garde les internautes sur le fait que aller visiter ce site pourrait porter atteinte à leur ordinateur, parce que effectivement nombre de sites sont piégés dans la plage d'adresses IP hébergées par donc AHI.net. Et suite à cette alerte, d'ailleurs, Spamhaus et Miorling attaquent en déni de services distribués, mais attaquent en déni de services distribués faite d'une manière standard, avec un bon botnet, absolument pas avec Loic, l'outil utilisé par les Anonymous. Ensuite, on avance dans le temps. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour le 18 et les jours suivants ? Pas d'action répréhensible, on propose toujours un certain nombre d'activités, remplacer sa photo de profil Facebook par un fond noir, distribuer des tracts, etc., etc. De nouveau, quelque chose d'un petit peu surprenant le 27 décembre, des attaques en déni de service qui reprennent, et une première cible, Bank of America. Alors tout le monde accuse les Anonymous, parce qu'en effet, on reconnaît leur signature et leur graphisme dans tous ces appels, mais étrangement, le canal IRC et tous les canaux de communication du groupe Anonymous maintenant pointent vers la Russie, et ils pointent non seulement vers la Russie, mais même vers ce même hébergeur, AHI.net, qui héberge donc le fameux miroir Wikileaks dont je viens de vous parler tout à l'heure.
Qu'est-ce que l'on peut dire encore? Eh bien, c'est qu'au cours des derniers jours de l'année 2010, eh bien, d'autres attaques en déni de service sont proposées selon la même méthode. Si l'on examine un petit peu les échanges qui se passent sur les canaux IRC des Anonymous, et vous pourrez voir toute une série d'ailleurs d'échanges sur le blog de Lexi, on s'aperçoit que les Anonymous cherchent d'autres cibles. Alors, ils pensent à l'Iran, ils pensent à la Pologne, ils pensent à la Hongrie. Ils cherchent à attaquer des pays où la liberté d'expression n'est peut-être pas très très forte. Et puis, en fait, ils se décident sur le Zimbabwe. Là, on est vers le 28 décembre. Pourquoi ils se décident sur le Zimbabwe? Tout simplement parce que la première dame du pays, Grace Mugabe, fait l'objet d'informations dans un de ces fameux câbles de Wikileaks, où on affirme qu'elle profiterait de trafic de diamants. Sans aucun doute, une des raisons pour lesquelles le gouvernement au Zimbabwe veut faire taire le journal local qui annonce l'information. Donc, tout cela, ça déplaît aux Anonymous qui lancent des attaques en déni de service et puis des attaques d'effacement sur des sites au Zimbabwe. Et puis plus près de nous, même si le début de l'attaque est lancé le 29 ou le 30 décembre de l'année dernière, on voit toute une série d'appels pour lancer des attaques en déni de service distribuées sur la Tunisie, sur les sites gouvernementaux tunisiens. Alors effectivement, au tout début, ces attaques étaient liées au blocage de l'accès principal de Wikileaks par les autorités tunisiennes, et puis ça s'est très vite élargi suite à la contestation générale qu'il y a maintenant dans le pays. Donc, s'agissant aujourd'hui de vous présenter avec le CLUSIF un bilan 2010, eh bien, je vais m'arrêter à ces événements qui se terminent le 30 décembre 2010. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai marqué à suivre sur ces slides-là. Peut-être que nous en reparlerons en 2011. Et il est donc maintenant temps pour moi d'arriver à ma conclusion. Alors, une conclusion qui se veut double. D'abord, une conclusion en forme de question, en forme de question sans réponse. Alors, filmez bien aujourd'hui ma présentation. Peut-être que des gens de Wikileaks et des Anonymous vont entendre ces questions ou les voir sur les transparents sur le site du CLUSIF. Aujourd'hui, avec la chronologie actuelle et ces faits qui sont lancés depuis des sites qui sont maintenant hébergés en Russie, avons-nous toujours affaire à vraiment des actes qui sont qualifiables d'activisme, qu'ils soient légaux ou illégaux, ou est-ce qu'on ne commence pas à voir apparaître quelques intérêts que je ne peux pas encore aujourd'hui définir entre les grands acteurs de la cybercriminalité et ces mêmes activismes? Pourquoi le site Wikileaks n'a jamais clairement dit que le site Miroir, qui est hébergé en Russie, n'est pas un site qu'ils approuvent? Motus et bouche cousue, on n'a pas d'informations. Donc voilà d'abord donc quelques questions, et c'est vrai que au premier temps, en regardant ce qui se passait depuis le 15 ou le 16 décembre, j'ai d'abord pensé que, comme pour beaucoup d'autres événements médiatiques, eh bien les cybercriminels se servaient peut-être de l'actualité pour lancer leurs propres attaques. Mais en fait, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas, et que une frange du groupe Anonymous a rejoint, peut-être pour des besoins d'hébergement à l'épreuve des balles, la cybercriminalité. Mais c'est quand même quelque chose qui pose question et qui peut d'ailleurs interroger ou décevoir quelques activistes purs et durs. Et puis donc, que retenir à part ces questions, et que retenir à part le fait que effectivement, l'affaire Wikileaks a été une affaire importante, même si, comme le dit Umberto Eco, les câbles contiennent surtout des secrets déjà connus de l'homme cultivé. Je ne vous refais pas la citation complète
vous l'avez sur ce transparent. Eh bien, malgré cela, on retiendra effectivement pour l'année 2010 une montée en puissance de l'activisme, un activisme qui s'organise et qui évolue un petit peu comme la cybercriminalité l'a fait il y a quelques années. Il y a quelques années, l'activisme, c'était surtout des individus isolés. Leur activité principale, eh bien, c'était le défacement. Et puis ensuite, on a vu apparaître des groupes plus structurés qui ont été capables de faire des attaques en délit de services distribués plus ou moins réussies. Et puis maintenant, on voit des organisations qui agissent avec professionnalisme, parfois d'ailleurs également avec la bénédiction ou la manipulation de certains États qui les hébergent ou qui ferment les yeux sur leurs activités. Et donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'étoffe et qui apparaît aujourd'hui. Ces groupes attirent à eux de nouvelles recrues et de nouvelles compétences. On voit l'arrivée de graphistes, de journalistes bénévoles, de tacticiens. Et donc, c'est ce qui me fait dire, en conclusion, qu'on est sans aucun doute devant un phénomène majeur et sous certains aspects dangereux qui risquent encore d'évoluer et de s'amplifier dans les prochaines années. Donc voilà, j'ai terminé mon intervention. Le temps du changement d'intervenant, même si c'est peut-être un petit peu petit comme caractère, je vous laisse méditer sur l'idéologie des Anonymous et leur profession de foi. Et puis vous retrouverez donc dans le document du CLUSIF, qui sera sur le site dès demain, je pense, toute une série d'URL avec un certain nombre d'études sur le sujet qui vous permettront d'approfondir justement les Anonymous et l'affaire Wikileaks. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.